Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 1er août 2025, épisode 373, et au programme aujourd'hui, en Russie, des records de coupures d'Internet mobile en juillet. Plus de 2000 coupures recensées à travers le pays, officiellement en réponse aux attaques de drones ukrainiens. Bilan, près de 26 milliards de roubles de pertes d'économie et une multiplication des achats de routeurs Wi-Fi. CHAP, la messagerie par défaut par les ministères dès le 1er septembre. Une circulaire du Premier ministre incite tous les ministères à généraliser l'utilisation de CHAP pour sécuriser les communications. Allfield reste autorisé, mais CHAP est désormais prioritaire pour les échanges inter-administrations. Secteur de l'eau, risque cyber majeur selon les autorités US et européennes, rançongiciel, phishing, compromission d'environnement ICS, OT, les incidents se multiplient à l'échelle mondiale. 97 réseaux d'eau américains sont jugés critiques, l'UE renforce via NIS 2, mais l'EPA subit des coupes budgétaires historiques. Debian, la CVE 2025-8454 dans DiveScript permet de contourner la vérification OpenPGP. L'utilitaire USCAN, ignore la validation PGP si l'archive est déjà présente. Même après un échec de vérification antérieure, vulnérabilité à distance, un score CVSF de 5.9. 5.9, j'aurais dit plutôt 9.8. Synology, la CVE 2025-54158 dans BDrive for Desktop permet une exécution locale de code. Un attaquant authentifié peut exécuter du code arbitraire sur les versions antérieures à la 1.4.2 13960. Pas de contournement disponible, score CVSS non communiqué, et bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org. Et comme toujours, j'attends vos retours qui sont les bienvenus au 07 68 72 20 09. Le 25 juillet 2025, le Premier ministre, M. Bayrou, a signé une circulaire engageant la généralisation de l'usage de la messagerie CHAP dans l'ensemble des ministères et cabinets. Cette mesure entre en application le 1er septembre 2025. Développée par la DINUM sur une base open source, CHAP est une application de messagerie instantanée sécurisée. Disponible depuis 2019 pour les agents de l'État, elle repose sur le protocole Matrix et bénéficie d'un hébergement souverain conforme aux recommandations de l'ANSSI. La circulaire ne rend pas de CHAP obligatoire, mais invite fortement chaque ministère à la déployer largement, en réponse à la vulnérabilité persistante des messageries commerciales, utilisées dans un contexte professionnel. Ces solutions, comme WhatsApp, Telegram ou Signal, sont jugées insuffisantes pour garantir l'intégrité et la confidentialité des communications sensibles de l'État. Le document confie à la DINUM plusieurs missions pour accompagner cette adoption, notamment la montée en charge fonctionnelle et sécuritaire de CHAP et le soutien aux équipes ministérielles pour faciliter l'approbation du service. Les ministres eux-mêmes sont explicitement désignés responsables de la mise en œuvre de leurs périmètres respectifs, y compris en matière de sensibilisation à la sécurité des communications. L'incident, survenu fin 2024, impliquait le ministre Jean-Noël Barrot, victime d'un lien piégé reçu sur son signal, et cité comme exemple des failles potentielles liées à l'usage des canaux non maîtrisés. La circulaire ne proscrit pas l'usage de l'alternative sécurisée Allfield, déjà déployée dans certains cabinets. Cependant, dans le cadre des communications inter-administration, l'usage de CHAP est prioritaire et recommandé au nom de l'interopérabilité et de la cohérence sécuritaire. La circulaire de 2025 annule et remplace celle de 2023, qui encadrait précédemment l'usage d'Allfield au sein des appareils gouvernementaux. J'ai hâte de voir comment on va demander son téléphone à un ministre pour savoir s'il a bien installé CHAP. On apprend que les infrastructures hydrauliques sont aujourd'hui une cible critique pour les cyberattaques. La connectivité croissante entre les systèmes OT et IT, pourtant essentielle à la performance des services, expose le secteur de l'eau à de nouveaux risques. Aux États-Unis, l'EPA a recensé 97 réseaux de distribution d'eau potable desservant 26 millions de personnes, présentant des vulnérabilités critiques ou à haut risque. Les attaques par ransomware, malware et phishing sont les principales préoccupations des opérateurs. Le groupe American Water, premier fournisseur américain, a subi une cyberattaque ayant nécessité la coupure de certains systèmes. En Arkansas, une autre attaque a forcé le retour temporaire aux opérations manuelles. En Europe, des incidents ont touché Southern Water au Royaume-Uni et Fanovand au Danemark, avec des compromissions de données et des détournements de systèmes. Selon Samperis, 60% des attaques visent des services publics qui seraient attribués à des acteurs étatiques.
Ces menaces ne se limitent donc ni aux États-Unis ni à l'Europe, il s'agit d'un risque mondial croissant. L'US Water Alliance estime que l'interruption d'une seule journée du service d'eau aux États-Unis pourrait compromettre 43,5 milliards de dollars d'activité économique. En parallèle, les petits opérateurs municipaux, souvent sous-dotés en ressources humaines et techniques, sont particulièrement vulnérables. Les systèmes ICS, exposés sur Internet, et les identifiants par défaut non modifiés sont régulièrement exploités. Côté réglementation, l'Union européenne renforce ses exigences avec la directive NIS 2, imposant des standards de sécurité, la notification d'incidents et une supervision nationale coordonnée. A l'inverse, les États-Unis projettent une réduction de 54% du budget de l'EPA pour l'année fiscale 2026, soit un passage de 9,14 à 4,16 milliards de dollars, la plus forte baisse depuis 50 ans. Ce recul compromet les capacités fédérales de soutien à la cybersécurité du secteur. Enfin, 4 milliards de cybersécurité, ça fait beaucoup quand même, hein. Mais bon, des initiatives locales émergent. À l'État de New York a annoncé de nouvelles réglementations en cybersécurité, accompagnées de programmes de subvention par les opérateurs, pour les opérateurs. Et pour renforcer la résilience, plusieurs mesures sont rappelées. Limiter l'exposition Internet des systèmes de contrôle, changer immédiatement les mots de passe par défaut, maintenir un inventaire actualisé des actifs, réaliser des audits de sécurité réguliers, établir et tester des plans de réponse aux incidents et effectuer des sauvegardes fréquentes. Ces recommandations visent à réduire l'impact opérationnel, sanitaire et économique d'éventuelles attaques ciblant l'eau potable. Le CERT Santé nous apprend que la CVE 2025-54158 affecte le logiciel Synology BDrive for Desktop dans sa version antérieure à la 1.4.2 13960. Cette vulnérabilité permet à un attaquant authentifié d'exécuter du code arbitraire localement en exploitant une absence d'authentification par une fonction critique référencée CWE 306. L'attaque ne nécessite aucune interaction de l'utilisateur final et sa complexité est faible. Elle requiert uniquement une authentification utilisateur de base, mais n'élève pas les privilèges au-delà de ceux déjà accordés. À ce jour, aucune preuve de concept public, donc il n'y a pas de POC qui n'est disponible, mais c'est à ce jour, le 1er août. La vulnérabilité n'est pas activement exploitée, mais un correctif est disponible. Il est recommandé de mettre à jour BDrive vers la version 1.4.2 13960 ou ultérieure. Aucune mesure de contournement n'a été publiée. L'impact principal reste l'exécution locale de code arbitraire dans un contexte utilisateur. La CVE 2025-8454 affecte l'outil USCAN intégré au paquet DevScript de Debian. Cette vulnérabilité permet de contourner la vérification OpenPGP lors du téléchargement de sources logicielles en amont. Plus précisément, si une source a déjà été téléchargée lors d'une exécution précédente, même si la vérification OpenPGP avait alors échoué, USCAN ignore la vérification lors des exécutions ultérieures, compromettant ainsi l'intégrité de la chaîne de confiance. La faille est exploitable à distance avec quand même un score CVSS, et je vous précise bien, c'est bien 9.8 et pas 5.3, et une exploitation évaluée à 3.9. L'impact concerne principalement l'authenticité des paquets Debian, ce qui peut faciliter l'injection de code malveillant dans des processus de packaging automatisés. Le bug Debian 110 9251 documente cette vulnérabilité. À ce jour, un seul produit est affecté, le paquet DevScript de Debian. L'origine de l'alerte est la security@debian.org et la dernière mise à jour date du 1er août 2025. L'éditeur n'a pas encore précisé de correctif ou de solution de contournement officielle. Bref, si vous avez une Debian, on vérifie. En juillet 2025, la Russie a procédé à plus de 2000 coupures d'Internet mobile, un record mensuel historique selon l'ONG Russian Internet Protection Society. Ces coupures sont justifiées par les autorités locales au nom de la sécurité nationale, notamment en réponse aux attaques de drones ukrainiens, en particulier depuis le lancement de l'opération Spiderweb début juin, ciblant des bases aériennes stratégiques. Toutefois, selon plusieurs organisations de défense des droits numériques, la majorité des coupures n'est liée à aucune menace directe. Dans certaines régions, comme celle de Krasnoyarsk, des blackouts complets ont duré plus de 6 jours sans qu'aucune attaque de drone n'ait été signalée. Les conséquences sont multiples. 26 milliards de roubles, soit 290 millions de dollars de pertes économiques estimées pour le seul mois de juillet. Les usagers des banques, services de livraison, plateformes de e-commerce et applications de navigation sont fortement impactés. En zone rurale, certains doivent même se déplacer vers d'autres villes pour retirer de l'argent ou accéder à Internet.
Les experts estiment que ces restrictions visent à limiter l'accès à l'information et à restreindre la liberté d'expression en ligne. L'ONG Access Now dénonce un prétexte sécuritaire pour renforcer la censure numérique. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Russie a bloqué des milliers de sites web, restreint YouTube, retiré les VPN des stores d'applications et interdit Facebook et Instagram. Désormais, WhatsApp serait dans le viseur avec une possible substitution par une messagerie étatique nommée Max. Intégrée aux smartphones et aux services administratifs. Face au blocage, les ventes de routeurs Wi-Fi ont doublé en juin et juillet selon la presse russe. Enfin, les opérateurs télécoms russes sont eux-mêmes ciblés. Des attaques de type DDoS ont mis hors ligne un grand FAI à Saint-Pétersbourg cette semaine et un incident similaire avait déjà touché Moscou en mai, coupant des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 1er août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimez avoir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou laissez-moi un email sur radiocesseur@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, la sortie de la newsletter. J'ai pas beaucoup avancé dans les travaux cette semaine, je vous cache pas que j'ai presque honte, mais sachant que je retourne au boulot dans 2 jours, je me fais une raison, quoi. Je me dis, faut que je me prépare psychologiquement à retourner au taf. Ça va être dur, hein. J'ai pris un pli, apéro, newsletter, enregistrement du podcast. Ouh, ça va être vraiment très dur le retour au boulot. Mais bon, je vous embrasse très fort, on lâche rien, et je vous prépare la petite surprise pour le 15 août. On aura 1 an quand même. Je sais pas comment vous avez fait pour me supporter pendant 1 an. Mais bravo. À demain.